Donc Jean Lopez, vous venez de publier aux éditions Perrin, avec Lasha Hotmezuri, une biographie du maréchal Zhukov qui s'intitule Zhukov, l'homme qui a vaincu Hitler. Alors, pourquoi publier une biographie de Zhukov ? Eh bien, la réponse est assez simple. En gros, il n'y a rien qui a été publié en français, et finalement, il n'y a rien depuis celle de Michel Tansky, que tous les amateurs de la collection J'ai lu bleu connaissent bien, qui est un livre complètement déplacé de 1955, sans aucune source fiable, vu l'époque qu'on peut le comprendre. Mais même au niveau international, il y a très peu de Zhukov qui ont été publiés. J'en ai recensé une demi-douzaine en anglais depuis la fin des années 80, et c'est tout. Donc on a d'un côté une production complètement pléthorique sur des personnages qui sont des personnages très secondaires de la Seconde Guerre mondiale comparé à Zhukov. Je pense à un Patton par exemple, c'est très secondaire par rapport à Zhukov, ou même Rommel. Il y en a des quantités industrielles. Des Eisenhower, qui lui est un très grand personnage de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai comptabilisé plus de 200. Il suffit d'aller voir sur Amazon. Et à côté de ça, des Zhukov, il n'y en a pas. Et nous avons trouvé avec Lasha Hotmezuri que c'était vraiment un traitement totalement injuste et qu'il était temps, maintenant que les sources sont à peu près accessibles, il était temps de faire quelque chose en français, quelque chose de sérieux. Bon, il y a quand même des biographies soviétiques. Il y a des biographies soviétiques et russes, effectivement, parce que c'est un... Mais souvent, ces biographies ont amené des choses, mais elles sont souvent extraordinairement polémiques, parce que Zhukov, c'est pas un objet historiographique neutre dans la Russie d'aujourd'hui. Il a cristallisé un certain nombre de haines, parce que c'est vraiment, parfois, il est le boucher, le maréchal de Staline. Il n'y a donc rien qui soit suffisamment mis à distance, parce que pour les Russes, c'est encore un enjeu. La plupart des biographies de Zhukov en russe sont des hagiographies pures et simples. D'accord. Alors, en quelques mots, rappelons qui était ce personnage. Donc, Georgi Konstantinovitch Zhukov est né en 1896, pas très loin de Moscou, une centaine de kilomètres, à Styrikovka. Il a joué un rôle très important au sein de l'armée rouge à partir d'août 1939, parce qu'il remporte une victoire importante contre les Japonais aux confins de la Mandchourie et de la Mongolie, la victoire de Khalkhin-Gol, et il est sur le devant de la scène de l'armée soviétique jusqu'à la capitulation allemande du 8 et 9 mai 1945. Sa carrière subit ensuite une éclipse en 1946. Il ressurgit en 1953 après la mort de Staline, où il va jouer un rôle méconnu en Occident et extrêmement important jusqu'en 1957, date à laquelle Khrouchtchev lui fait subir une seconde disgrâce, peut-être pire par certains aspects que la première, et l'écarte définitivement de toute espèce de commandement, de toute espèce de rôle public. Il mourra en quelle année ? Il meurt en 1974, après avoir rédigé ses mémoires, qui sont parus en français en 1970, mais qui ont à elles toutes seules constitué une ultime bataille extrêmement féroce contre la censure brejnevienne. Mais il a quand même une carrière et une vie, une existence avant 1939. D'où vient-il ? Il vient d'un milieu qui n'est déjà plus un milieu paysan. C'est un milieu rural, on va dire. Sa maman a des origines paysannes, mais elle est déjà dans le négoce des denrées. Et son père est un ouvrier cordonnier qui travaille à Moscou et qui rentre pour les moissons au village. On est donc dans un monde qui n'est plus tout à fait celui du moujik. Il a raconté dans ses mémoires qu'il était au dernier cercle de la pauvreté. Là aussi, on a pu montrer assez facilement qu'il n'était pas au dernier cercle de la pauvreté. Il a même bénéficié d'un avantage extrêmement important, qui est l'effort d'alphabétisation entrepris par le tsar à la fin du XIXe siècle. Les écoles communales se sont multipliées en Russie, et Zhukov a pu bénéficier de 3 années d'un enseignement très basique, bien entendu, qui lui donne en gros le niveau de CE2. Et ce niveau de culture générale, il ne va pas l'augmenter de façon remarquable par les institutions scolaires, il est donc un autodidacte. Il est le seul grand chef, avec Rokossovski, de la Seconde Guerre mondiale, à avoir un niveau de départ aussi bas. D'accord. Alors, il fait quand même la Première Guerre mondiale. Il n'est pas volontaire.
à la différence d'autres futurs maréchaux soviétiques, il est appelé en 1915 dans la cavalerie, il est dragon, et il va s'élever très vite au grade de sergent-chef. Il fait le peloton des sous-officiers, il est sergent-chef, il ne participe pas à la grande affaire de 1916 qui est l'offensive Broussilov en Galicie, mais il va participer à, on va dire, la queue de cette affaire-là. Il est blessé, commotion, après s'être bien comporté au moment d'une petite affaire qu'il a en Galicie, aux confins des Carpates. Il est blessé et il est renvoyé à l'arrière une deuxième fois. Il ne participera plus jamais à des combats. Finalement, on a fait le calcul, il a passé à peine 8 à 10 semaines sur le front. L'essentiel de sa Première Guerre mondiale s'est fait à l'arrière, en caserne ou en peloton de formation. Mais en fait, le vrai tournant, ça va être sa participation à la guerre civile. La révolution bolchevique, la révolution de février, la dite révolution, la première révolution russe, le laisse en dehors des événements. Il participe au soviet de son régiment, mais Zhukov semble à peu près apolitique à cette époque-là. Il ne sait pas comment s'orienter. Tout ce qu'on trouve dans sa biographie à ce sujet, on peut concrètement l'écarter. Il n'a pas d'appel vers Lénine parce que Lénine est encore très peu connu. De la même façon, la révolution bolchevique le laisse à peu près froid. Au moment où beaucoup de ses futurs camarades de combat s'engagent derrière les bolcheviks, lui, il rentre au village. Il rentre au village pour ne pas mourir de faim. Donc il se démobilise spontanément comme 90% de l'armée russe et il rentre au village. Au village, il tombe malade, il nous dit que ça a retardé son engagement dans l'armée rouge, mais là aussi on n'est pas obligé de le croire sur parole. Il est finalement volontaire, mais il est volontaire dans un cadre très particulier qui est celui de l'appel lancé par Trotsky aux anciens sous-officiers tsaristes. Donc on va dire qu'il est à la fois volontaire, mais en même temps qu'il est appelé. Il a juste devancé de quelques jours ce rappel sous les drapeaux. Et là, il rentre dans l'armée rouge fin 1918 pour ne plus en sortir jusqu'en 1957. C'est ça. Mais sa participation à cette guerre qui est considérée importante comme l'une des plus violentes de l'histoire. Je pense que... L'une des plus atroces, on peut considérer que c'est formateur dans... Alors c'est intéressant parce qu'on a dit qu'il avait été membre de la fameuse Konarmia, la première armée de cavalerie rouge qui était commandée par Boudjenny. On a pu montrer qu'il n'en était rien du tout. En fait, l'essentiel de l'activité militaire de Zhukov pendant la guerre civile, c'est de faire de la contre-insurrection. C'est-à-dire qu'il a essentiellement participé à l'écrasement de la révolution paysanne à Tambov en 1920, où Tukhachevski aurait, l'affaire n'est pas entièrement claire, utilisé des gaz toxiques. C'est à peu près à ça que se borne l'essentiel de la participation de Zhukov à cette guerre civile. C'est déjà énorme. C'est déjà considérable. D'accord, mais alors quelle va être sa place exacte dans cet organigramme du commandement pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la Grande Guerre patriotique? Zhukov va occuper tous les postes importants. Nous le trouvons le 22 juin 1941, chef d'état-major général de l'armée rouge. Il reprend un commandement de front, parce qu'il se dispute avec Staline, qui le déplace. Il reprend un commandement de front dès août 1941. Il continue à rester commandant de front, mais très vite, Staline le fait rentrer à la Stavka. La Stavka, c'est l'état-major militaire personnel de Staline durant la Seconde Guerre mondiale. Zhukov en fait partie du premier jour de l'existence de la Stavka jusqu'au dernier jour. Donc il est toujours près de Staline et il a toujours la possibilité d'entrer avec Staline, même lorsqu'il n'est que chef de front. Un autre aspect important, c'est au mois d'août 1942, quand l'armée rouge touche le fond, au moment de l'offensive allemande vers Stalingrad et Bakou. Staline lui donne le titre d'adjoint. Il est l'adjoint au chef suprême. Donc conseiller militaire à la Stavka, adjoint au chef suprême, et à partir de septembre 1942, représentant spécial de la Stavka sur tous les fronts. Il est l'œil et l'oreille de Staline. Après, sa carrière va être beaucoup plus mouvementée parce qu'à certains moments, il va retourner au front de base, notamment en 1944, où il va s'illustrer particulièrement entre Koniev et Rokossovski.
Mais alors, quels sont ces grands succès pendant la Seconde Guerre mondiale? Parce que les grands succès soviétiques auxquels on serait tenté de penser, c'est Moscou d'abord, Stalingrad ensuite, Koursk, Bagration, la bataille de Berlin. Dans ces grandes opérations-là, quel est son... Il est partout. Il est partout. Il est partout. D'accord. Est-ce Il qu'il n'y y a en a pas une ou plusieurs? Si, mais on peut les passer en revue. Je vais me concentrer sur les opérations importantes parce que sinon il y en a pour longtemps parce qu'encore une fois il est partout. Il est partout, puisqu'il est représentant de la Stavka et qu'il est chef de front à plusieurs reprises. On va le retrouver donc, à mon avis, au moment clé, au moment cardinal de la Seconde Guerre mondiale, qui est octobre 1941, au moment où la Wehrmacht réussit le double encerclement de Vazma-Briansk. Le quart de l'armée rouge est détruit, les portes de Moscou sont ouvertes, et c'est là que, je crois, il a donné toute sa mesure de grand chef. Il a réussi à boucher le trou comme il a pu, avec ce qu'il avait, et il a réussi pendant un mois à freiner la deuxième partie de l'opération Typhoon, c'est-à-dire la tentative allemande de prendre Moscou. Il a une magnifique bataille défensive, une bataille d'usure, en attendant les renforts qu'il sait obtenir de Staline. Il rassure Staline, Moscou tiendra. Donc, il tient sa bataille défensive et surtout, il sait exactement déterminer le moment où les Allemands sont allés plus loin, où ils sont allés trop loin, pardon, c'est-à-dire le moment où ils ont fourni leur effort maximum. Il voit quand cette force retombe et c'est à ce moment-là qu'il déclenche lui-même sa contre-offensive qui va rejeter les Allemands, qui sauve Moscou, qui sauve l'Union soviétique et qui prive Hitler de tout espoir de remporter la Seconde Guerre mondiale, car son seul espoir était bien là. Ensuite, nous allons le retrouver en septembre 1942, à un autre moment important du conflit germano-soviétique. Il est à l'origine, et ça nous l'avons montré avec l'achat de façon, je crois, très claire et définitive, j'espère, dans notre ouvrage, il est à l'origine du plan Uranus de la contre-offensive de Stalingrad, avec Vassilievski, son compère. C'est incontestablement d'eux que viennent les 3 ou 4 idées majeures, et non pas de Vatutin, comme l'a soutenu le colonel Glantz, et non pas d'Eremenko, comme l'a soutenu Khrouchtchev et Eremenko. Ça, je pense que nous l'avons établi. On a pris le temps, mais on l'a établi. Les documents aujourd'hui sont suffisants pour pouvoir le dire clairement. Je veux également insister sur la décision qui est à l'origine de la bataille de Koursk. C'est une tournée des popotes que fait Zhukov au mois d'avril 1943 qui amène Staline à prendre la posture de défense stratégique vers laquelle Zhukov veut l'amener. Staline l'écoute et il a bien fait parce que ça a été la décision gagnante, celle qui va priver définitivement les Allemands de l'initiative stratégique. On va encore retrouver Zhukov à l'origine d'une des décisions importantes de l'opération Bagration en Biélorussie au mois de juin 1944. C'est la décision de renforcer l'attaque venue du sud, celle de Rokossovski. Là aussi, c'est une idée de Zhukov, on ne peut pas lui retenir. On va le retrouver dans l'offensive Vistule-Oder de janvier-février 1945 qui amène l'armée rouge non loin de Berlin et, à tout seigneur, tout honneur, la prise de Berlin. Alors maintenant, ces échecs, il y en a. Il y en a un qui est majeur, encore une fois, c'est son incapacité à arrêter l'armée allemande en juin et juillet 1941. Il y en a un deuxième qui est la fameuse offensive de Rzhev. L'opération Mars en novembre 1942, où Zhukov se montre exécrable. Il est totalement dominé par Model. On explique aussi pourquoi il s'entête, quelle est la pression énorme. Il y a des raisons psychologiques et de rapport avec Staline qui sont très importantes. Il a des échecs secondaires. En mars 1944, il a la possibilité d'encercler la première armée Panzer. Et là, Manstein l'a joué. Manstein l'a roulé dans la farine en lui faisant prendre des vessies pour des lanternes. Et il a raté un deuxième Stalingrad. C'est un demi-échec. Il en connaît un autre, alors là purement tactique, sur les hauteurs de Zelo, dont on parle toujours, à quelques kilomètres de Berlin, et qui finalement ne fait que le ralentir de 24 ou 36 heures.
sur lequel je n'insisterai pas. Mais si on fait le bilan comptable des réussites et des échecs, on a de loin le général qui a accumulé le plus de victoires majeures dans la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que devient Zhukov après la victoire? Parce que bon, en quelque sorte, son zénith, il l'atteint en mai 1945, le 12 je crois, lors du défilé sur la place rouge où il caracole sur un cheval blanc. En juin, oui. Il l'atteint en juin, lorsque la grande parade de la victoire à Moscou, en présence de Staline, lui est dédiée, puisque c'est lui qui reçoit la parade. La parade est commandée par Rokossovski sur un cheval noir, et c'est Zhukov sur un cheval blanc qui la reçoit, et c'est lui qui a l'honneur de prendre la parole à la tribune sur le mausolée de Lénine. C'est effectivement le zénith de sa carrière, puisqu'après c'est la disgrâce, sur laquelle nous nous étendons beaucoup dans le livre. Staline le relègue à des rôles de troisième ordre, où il va végéter jusqu'à la mort du chef suprême en mars 1953. Là, il revient de son exil dans l'Oural et il s'annonce une carrière politico-militaire extrêmement intéressante que nous avons beaucoup développée parce que c'est la moins connue en Occident. Zhukov a été un outil important de la déstalinisation de Khrouchtchev et de la liquidation de la troïka stalinienne qui s'était reformée en 1953. Il a joué un rôle très important pour soutenir Khrouchtchev. Il a applaudi des deux mains la déstalinisation, et pourtant il est stalinien. Alors, la conclusion, c'est est-ce que Zhukov est le plus grand général de la Seconde Guerre mondiale, ou l'un des plus grands? Et peut-être même de tous les temps, après tout, pourquoi pas? Évidemment, la question est absolument gigantesque, remplirait des volumes et des volumes de guerres et histoires. Est-ce qu'il est le plus grand chef de la Seconde Guerre mondiale? Ça dépend ce qu'on entend par là. Je pense que... Vous sous-titrez le bouquin quand même, l'homme qui a vaincu Hitler. Là, je fais allusion directement à la contre-offensive de Moscou. Parce que je pense véritablement que là, il prive de toute chance. Mais je pense qu'il est le chef le plus important avec Eisenhower. Il est l'homme, d'abord, vous remarquerez, par ses états de service, il est de très loin, et on reprend la comparaison en détail, on va chez les Alliés, chez les Anglais, chez les Américains, chez les Allemands, on voit qu'il est de loin celui qui a occupé le plus de postes importants le plus longtemps. De 1939 à 1945, personne ne peut avoir des états de service. Même pas Eisenhower, puisque Eisenhower ne prend la tête du Chaef qu'en novembre 1943. Il y a longtemps qu'en novembre 1943, Zhukov a fait sa carrière, il y a eu ses victoires les plus éclatantes. Donc du point de vue de l'importance, de la quantité et de la durée des commandements, il est de loin l'homme le plus important des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on dit il est le plus grand, on ne dit pas seulement il est le plus important, on veut dire aussi est-ce qu'il est le meilleur. Et là on va rentrer dans toutes les finasseries sur les comparaisons avec les Allemands. Est-ce qu'il est meilleur que Manstein? Est-ce qu'il est meilleur que Model? Alors là, on va commencer à se déchirer pendant des jours et des jours. Est-ce que Lee était meilleur que Grant? On va pas en finir. Est-ce qu'il était meilleur que Manstein? Non, il n'a pas la finesse tactique de Manstein. Il n'a pas cette capacité à monter des opérations avec des moyens très mesurés. Il n'a pas la mobilité d'esprit, il n'a pas l'anticonformiste à Manstein, certainement, mais l'armée rouge, qui l'a dans l'armée rouge? Peut-être un peu Rokossovski, mais l'armée rouge n'est pas bâtie sur ce modèle. L'armée rouge, elle a une autre doctrine que cette grande tactique allemande qui est tout en arabesque et en finesse. Elle postule la guerre, ça se gagne de façon sérieuse par une série d'opérations. Et ça, ce fameux art opératif, Zhukov, il a de leçons à recevoir de personne. On a dit, il manie le maillet, là, le marteau, là où Manstein fait de la dentelle. Ah oui, mais qui gagne au bout du compte? Bien sûr, il a certainement pas le brillant de Manstein, mais Manstein ne va nulle part. Et notamment, Manstein a une cécité stratégique, et il lui manque quelque chose à Manstein qui ne manque pas à Zhukov. C'est que Manstein, il méprise ses adversaires. Il les tient pour peu de choses. Vous ne trouverez jamais ça chez Zhukov. Zhukov, et pour cause,
il a un grand respect de son adversaire et il essaye toujours de se mettre à sa place. Il voit la grandeur et les faiblesses de la Wehrmacht. Il ne sera jamais capable de ça, Manstein. Jamais. Je pense que c'est son talon d'Achille. Je le comparerais plus volontiers à Model. Parce qu'il a été grand dans l'adversité, Zhukov, en 1941. Model, il a été grand dans l'adversité en 1944. Il a surdressé des situations impossibles. Ce qu'a su faire Zhukov. Je ne sais plus quel grand historien militaire britannique disait on ne peut pas dire qu'un chef a été grand si on ne l'a pas vu à l'œuvre pendant une grande retraite suivie d'un beau redressement. Je pense que Zhukov est, avec le général Eisenhower, le soldat le plus important. Ce sera ma conclusion et c'est réellement vers ça que tend tout notre ouvrage. Merci. Je vous en prie.